Vous aviez l'aile bien légère au temps de vos jeunes années. Votre stature droite et fière révélait votre agilité. De longues heures au gré du vent, vous travailliez bien, sans relâche, pour nourrir la race d'antan, ne regardant point à la tâche. Comme les années ont laissé sur vos vieilles pierres leurs traces, plus que d'une aile vous battez, le progrès tourne à votre place. Vieux moulin, pierre bien-aimée, témoin, artisan de l'histoire, joyeux berceau des premiers blés qui nourrissaient des jours de gloire, monument, symbole d'effort, image d'énergie antique, patient, courageux et fort, devenu pierre nostalgique. Comme nos aïeux au repos, racontez aux jeunes l'histoire de nos silencieux héros, les meuniers de l'humble victoire. Et ce poème est en hommage à mon grand-père, Napoléon Auger, qui était meunier, et à tous ceux qui ont exercé ce noble métier. Et ma mère écrit « Je revois encore mon père relevant le panneau qui recouvrait le butoir, prenant une pincée de farine pour en vérifier la finesse et la qualité. Alors, une courroie munie de godets était actionnée pour recevoir la farine et la déposer dans des sacs de toile. Il faisait de même pour les moulins, pour les moulés et pour la farine de sarrasin. Et c'est dans cette côte qu'était situé le moulin, qui a malheureusement été incendié en 1939, à l'hiver 1939. On peut voir ici en haut de la côte un ancien magasin général qui est toujours là. Et je l'ai vu brûler et j'en pleure encore des fois. C'était tellement une belle bâtisse, puis une âme dans ce moulin-là. Hein. Avec le temps. Alors, j'ai entré pour Bell Canada au début des années 60, qui s'appelait à l'époque justement Bell Canada, où le logo était la grosse cloche. Je peux vous dire que nous étions en général au département des communications entre 60 et on pouvait aller à des périodes d'affluence jusqu'à 70 téléphonistes. Dans notre tableau de bord, là, quand les appels nous entraient là, sur notre tableau de connexion, les abonnés composaient le 0 autant pour appeler interurbain, parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, toute personne qui voulait appeler, ne serait-ce qu'à Montréal, devait passer par la téléphoniste de Bell. Donc, ils composaient le 0. La même chose pour interurbain, mais aussi pour les cas d'urgence. Alors, quand que ça nous arrivait sur notre tableau de signalisation, à ce moment-là, on ne savait pas si c'était un appel d'urgence, s'il y avait un feu à quelque part, une ambulance demandée, ou si c'était un interurbain, disons, normal. Donc, il y avait aussi une urgence de répondre à tous les appels, hein, et on était aussi, disons, minuté, si on peut dire, autant de réponses, là. Alors, ça, c'était, disons, sur le 0. Par contre, on pouvait aussi appeler le 0 si on voulait appeler Outre-mer ou si on voulait placer un appel conférence. Et nous, on avait un livre de procédure, comment fonctionner, et là, on appelait aussi certains liens avec Montréal pour avancer les appels, comme par exemple les appels conférences. Dans le central de Sorel, on avait aussi, lorsque les abonnés composaient le 113, on donnait le service d'information. Et c'était souvent les mêmes téléphonistes qui étaient devenus spécialisés par elles-mêmes, finalement. Et je vous avoue qu'elles connaissaient à peu près tous les numéros de téléphone importants de la région de mémoire. Dans la région de Sorel-Tracy, à l'époque, nous avions beaucoup de matelots. On avait la navigation, ça nous venait beaucoup de l'Asie ou de la Grèce. On avait beaucoup de Grecs. Alors, eux, ils arrivaient, puis ils voulaient parler à leur famille. Et là, ils appelaient, disons, dans ces boîtes téléphoniques-là. Et là, ça devenait très complexe parce qu'il y avait un gros problème de langue. On a eu même une collègue, on n'avait pas le droit, hein, mais on appelait ça des blind dates. Alors, il y en a une, finalement, qui a fait un heureux mariage avec un Grec. Ah, bien, c'est une belle histoire. Oui, oui. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres dans toute l'historique de Bell, là, dans notre région, mais je me rappelle d'elle, entre autres, parce qu'elle a fait un heureux mariage, puis elle n'a jamais regretté ce rendez-vous aveugle-là. Oui, mon nom, c'est Jean-Claude Labonté. Je suis venu ici pour une entrevue pour parler du métier que j'ai exercé, de scaphandrier. Votre poste de travail, comment ça s'appelait ici, la bâtisse? Ça appelle ça le chaland plongeur. Un chaland plongeur. C'est ça. Puis ici, il y avait un compresseur avec un régulateur, un filtreur au charbon. Le filtreur, il est ici en arrière, là, on ne le voit pas très bien. Puis
Le filtreur au charbon, Ben ça, filtrer l'oxygène, que ça soit pur. C'est ça. Et la tête de scaphandre, c'était en quel Elle est en brasse, puis elle pesait 40 livres approximativement. Puis quand vous étiez tout habillé, comment ça pouvait peser, tout votre costume, votre... Bien, on avait des bottines, tout dépendait il y avait des bottines qui pouvaient peser 25-30 livres. Puis vous, on les voit ici. Là. Oui. Donc, il y avait les bottines, il y avait le couteau que l'on voit ici, 2 livres et demi. Le couteau rentrant en ligne de compte. Montrez-moi donc le couteau, M. Labonté. Les acheteurs, ils ont pas mal mieux que ça, là, mais c'est ça qu'on avait. Il y a des petites dents ici, là. Oui. Les rares, les premières années, bien, c'est ça qu'on avait. Fait que, voyez-vous, là, ça pèse une quinzaine de livres, là. Fait que là, tout obligé de tout traîner ça. Puis là, t'as encore un autre fil qui accroche partout. Le scaphandre était attaché comment à votre Lui, tête? c'est vissé, ça. C'était vissé. Parce que la collerette que vous voyez là-bas, là, Oui. elle, ça se démanche. La tête, elle se démanche comme ça. Le billet, elle est embarquée par-dessus la collerette. Ouais, viens-t'en, on va te dompter, nous autres. Le premier match, j'étais pas peureux. Fait que, ils ont dit, tu vois, mais qu'on te mette ça sur la tête. Puis, le boss, il dit. Puis il était toujours chez nous, fait que ça a commencé de même. Fait que, ils m'ont envoyé au fond, là. Ils ont dit, débrouille-toi. Bon, c'était une machine. L'Unotypiste, c'était une machine qui s'appelait l'Unotype. L'Unotype, dans le temps, c'était toujours anglais, on disait pratiquement toujours l'Unotype, mais c'est l'Unotypiste qui faisait de la composition comme aujourd'hui les ordinateurs. Mais sauf que c'était une très grosse machine qui fonctionnait avec du plomb liquide, qui faisait une ligne à la fois. Puis moi, j'étais dans une autre machine semblable, mais seulement que je pense que 2 magasins. Ça, c'était le fameux clavier. Puis qu'il y avait une autre petite partie ici en haut, je ne sais pas si on ne la voit pas ici, c'était là. Ça, c'était vraiment des caractères, mettons, comme pour faire une ligature, là, les OE, AE, un I tréma, un E tréma. On allait les chercher une matrice à la fois. Ça, c'est une matrice. C'est une ligne à la fois qui fondait du plomb à 550 degrés quand on composait une ligne. Il fallait que ça soit tellement serré parce que si ça débordait, là, c'était très dangereux. Le plomb pouvait nous sauter au visage ou aux pieds. Mais ça, c'était ligne par ligne. Ensuite, qui tombait comme une espèce de petit plateau, là. Puis que quand c'était fini, on mettait ça on appelait ça une galée. C'est ni plus ni moins comme une tôle à biscuits qui faisait des colonnes, parce que c'est surtout les journaux qu'on faisait là-dessus, là. C'était au moins 3 jours semaine, là, 12 heures par jour pour les journaux. Parce qu'à l'imprimerie, dans le temps de mon père, là, il y a toujours eu 2 journaux en même temps. Puis c'était quoi les titres des journaux? Il y a eu le premier, ça a été Le Progrès du Richelieu, qui avait été fondé par M. Baudry, Yvon Baudry, que lui était l'Unotypiste aussi. Il était tout jeune, lui, dans le temps, il devait être dans la vingtaine, là. Puis ensuite, il est venu le courrier de Sorel, mais ça pas mal plus tard. En tout cas, ceux dans la province de Québec, nous, ma sœur et moi, on devait être les 2 seules femmes à avoir travaillé là-dessus. La politique municipale, c'est qu'il y avait, naturellement, il y avait les fameuses pancartes qui mettaient sur les poteaux. Il y avait les listes. Que là, ça, il n'y avait pas de parti, là. C'était des bleus puis les rouges, là. Il y en a qui rentraient par la porte d'en avant, puis on les faisait sortir par la porte de côté, là, parce que là, mon père, il faisait quasiment venir sur rendez-vous pour pas qu'ils se rencontrent, là. Là, à un moment donné, il venait un autre concept d'imprimerie, c'était l'offset. Les imprimeurs, j'ai une formation de pressier, soit une formation pour opérer des presses offset. Des presses lithographiques. Ça a été vendu à mon beau-frère et Gilles Frappier aussi qui ont acheté ça quand mon père avait décidé de prendre sa retraite, là. Mon père a pris la suite dans les années 70, lorsque M. Aymon a arrêté de travailler. Et moi, la 3e génération, je suis arrivé en 1988. L'imprimerie a été fondée par Jean Alfieri Aymon en 1934, sur le boulevard Fizette, tout près à cette époque-là, je ne peux pas vous dire si ça s'appelait boulevard Fizette, je pense qu'il y avait un autre nom, là. Ce boulevard, dans le temps, c'était 108 rue Royale, qui est devenu boulevard Fizette ensuite. Okay. Ça qui était face, on disait la ruelle Chevalier, nous, dans le temps, là, c'était en face en face.
peux vous dire, sans me tromper, que c'est une ancienne écurie. D'ailleurs, dans l'imprimerie, avant qu'on fasse certaines parties de plancher, on voyait vraiment un allotissement. Puis, tu sais, les stores à chevaux, il y avait encore des parties de ça sur le plancher. Ça a été modifié en imprimerie. Là. La forge de mon père était sur la rue Augusta. Pour leur dire, aujourd'hui, d'où ce qui est André Lucier, agent d'assurance, juste à côté. En arrière du théâtre Sorel. La boutique de la forge, elle existait là, dans ce temps-là. Ce qu'on voit à l'avant, à côté de vous, c'est des pièces de métal. Ah ouais, des pièces de métal. Ça, là, vous voyez des vieilles roues, c'est plus ou moins comme du scrap. Mais quand il avait besoin d'un morceau, il allait là, puis il cherchait dans son scrap, il arrachait le morceau, il coupait, puis il l'assemblait. C'était un forgeron. Après ça, quand il est reparti de là, on s'est en allé au coin de... Anciennement, il y avait la Solaire Royale, mais aujourd'hui, c'est le boulevard Fusette, puis Hôtel-Dieu. Il y avait un feu. C'était alimenté par du charbon. Il soufflait ça, puis il mettait les métals là, puis il formait la forme d'un fer. Mais avant de faire un cheval, la seule chose qu'il faisait, il faisait mâcher en avant de la forge. Et des fois, il y avait des chevaux qui boitaient. Il y avait des chevaux soit en arrière ou en avant. Fait que là, il étudiait son comportement, comment est-ce qu'il marchait. Là, après ça, il faisait des fers, pareil comme une personne qui a des souliers un handicap. Il formait le fer, puis après ça, il ferrait le cheval. Puis après ça, il le faisait sortir dehors, puis il le faisait marcher. Oups! Ça allait pas trop bien, il chimait ailleurs. Il mettait comme des jambes de chine. C'était du cuir, il mettait soit sa sabot, sa base, sur l'autre bord. Puis après ça, oups, le cheval, il marchait à plomb, puis les cultivateurs, mais ça pas de terre, on va dire, un peu avant l'Hôtel-Dieu de Sorel, c'était tout des cultivateurs, ça, tout le long du chemin de Sainte-Anne. Le cheval était tellement habitué qu'il le mettait au coin de la rue, puis il donnait une tape sur la fesse, puis là, le cheval, il partait au galop. Quand on m'a nommé les métiers qui s'enseignaient au Centre de formation professionnelle en 1968, quand ils ont nommé ça le nom fer-blantier, la fer-blanterie, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Vu que ça me disait rien, c'était comme du japonais ou du chinois pour moi, ça, le beau fer-blanterie, j'ai dit, c'est dans ça que je m'en vais. Comme je vous dis, c'est un métier, la plomberie, mais ça ne se compare pas à la fer-blanterie, là. L'installation et la fabrication, c'est deux mots qui finissent en « on », mais... Parce que là, il n'y a pas de trou dans mes pièces, mais s'il y avait un trou, je le rentrerais dedans comme ça. Puis là, je prendrais mon autre pièce, je la mettrais dedans, parce que c'est trop pour assembler au moins deux pièces, hein, je le mettrais dedans. Ensuite, je prendrais mon set arrivé, j'aplatirais mes pièces pour qu'ils soient bien collés ensemble. Ensuite, je mettrais la rondeur que vous voyez là sur le bout, avec quelques coups de marteau en haut. Puis j'emmènerais une finition semblable à ce bout-là. On voit les rivets dessus. Il y en a ici une rangée de pop rivets, ça s'appelle de même. Voyez-vous, en dedans, ils sont comme rivés. Ils sont rivés ici de façon en bosselée. Ça, c'est le bout ici qui a écrasé dedans. Nous autres, on prend la pièce de métal. J'en ai une emmener un petit morceau devant moi, mais on prend la pièce de métal et puis on trace dessus les morceaux. Et puis on fabrique les morceaux à partir de morceaux de métal.
on n'a rien qu'une plaque plate de métal et on fabrique à partir de ça. Si vous voulez acheter ça au magasin, ces ciseaux-là, ou d'autres, alors, je vais prendre ceux-là, ils ont un look différent, ils sont croches. Ils sont croches, mais ils ont une fonction spécifique. Ceux-là, ils tournent exactement, mettons, à droite. Ils tourneraient par là. C'est pour couper en rond, ça, ces ciseaux-là qui sont croches. Ceux-là tourneraient, voyez-vous, à gauche, comme ça. Aujourd'hui, le ferblancier, il y en a encore qui fabrique, mais la plupart installent, comme le plombier a toujours fait. Le plombier n'a jamais fabriqué ces morceaux. Il les prend puis il les assemble. Un là, un là, un là. Il les assemble, ces morceaux. J'ai commencé à enseigner dans une école de rang. C'était dans le rang de Picoudi à Saint-Robert. Et puis c'était vraiment une petite école de rang, là, comme on voit dans les filles de Caleb, là. C'était dans ce style-là. Le local était séparé en deux. Il y avait comme une cloison entre les deux. Puis on enseignait une d'un côté, une de l'autre. Puis l'école était chauffée par un poêle à 2 ponts. Là. Le gros poêle, ça chauffait au bois. Si je me souviens bien, là, on devait avoir à peu près 13-14 élèves dans chacune des classes. J'ai une compagne qui faisait les 1, 2, 3, les 3 premières années. Moi, je faisais 4, 5, 6 et 7. Et puis, une autre activité qu'il y avait aussi à cette époque-là, c'est que les élèves de 6e année, ils faisaient leur communion solennelle. Puis, vu qu'on était à la campagne, ils appelaient ça marcher au catéchisme, ils faisaient ça au village. Fait là, les parents s'organisaient pour les emmener au village ces journées-là, qui allaient se préparer pour leur communion solennelle, qui se faisait là, un dimanche suivant là, à l'église. Puis les filles avaient leur robe blanche là, avec le voile, puis les garçons, ils appelaient ça un brassard, là, après une belle habit, puis il y avait quelque chose qu'ils mettaient à leurs bras. Là. Et puis, vu qu'il y avait la 7e année aussi, il fallait que je prépare, vu que j'enseignais à la 7e année, préparer les enfants pour passer le certificat de 7e année du ministère. Ça, ils allaient passer ça au village aussi, au couvent. C'était plus sérieux. C'était sérieux, là, tu sais, là. Il y en avait quelques-uns là, qui étaient en 7e année, puis c'était important qu'ils réussissent la 7e année. Ben moi, je trouve que c'est respectueux quand même, tu sais, un vous qui t'en va promener, puis un tu qui est respectueux, là. Des fois, j'aime autant le tu. C'est ça, en plein ça. Moi, j'étais Solange Capistran, puis là, je me suis mariée avec André Bourret. Fait que quand je suis arrivée à l'école, quand je suis arrivée dans ma classe, là, au mois de septembre, là, je vais prendre ma classe, tout ça, sur la porte, il marquait le nom du professeur. Ça marquait Madame André Bourret. C'est ça. J'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, il me semble, là, c'est pas moi. J'ai dit, à la fin de compte, là, ils ont changé le nom d'André pour Solange. Mais ça a resté Bourret tout le temps. J'ai toujours porté le nom de Bourret tout le temps que j'enseignais. Mais c'était Madame André Bourret. Je perdais même mon prénom, là, tu sais. J'adorerais qu'un de mes enfants